C'est ça. Voilà, donc merci beaucoup pour cette excellente vidéo. Et on va poursuivre avec la session recherche. Je rappelle que la filière a fait un effort considérable, notamment ces 2 dernières années, pour soutenir la recherche. Et 14 projets ont été soutenus pour un montant total de plus de 650 000 euros, ce qui, je crois, place Neurosphinx au top 10 des filières qui ont fait un effort tout particulier sur les activités de recherche. Donc, on va voir ainsi un premier compte-rendu, un premier retour de l'avancée des différents travaux. Et on va commencer donc par Lucie Guilbeault, évaluation du bénéfice d'un patch de cellules souches mésenchymateuses dans le traitement anténatal des myéloméningocèles. C'est donc l'équipe de Trousseau et Jean-Marie Joannick qui a la parole. Merci beaucoup. Effectivement, je suis gynécologue obstétricienne dans le service de médecine fœtale de l'hôpital Trousseau et je vais vous parler de mon projet de recherche qui a fait l'objet de ma thèse de sciences. Alors juste, on m'a pas montré comment passer les diapos. Le gros vert. Merci. Donc, donc, comme vous le savez peut-être, la chirurgie fœtale des myéloméningocèles a montré son bénéfice il y a maintenant plus de 10 ans, avec un bénéfice à la fois à l'âge de 1 an et 30 mois sur les fonctions motrices comme cérébrales, mais un bénéfice qui semble pérenne puisque les enfants qui sont opérés en anténatal ont des fonctions motrices et sphinctériennes qui sont plus satisfaisantes que les enfants opérés à la naissance. Malgré tout, cette chirurgie in utero est loin de permettre la guérison de ces enfants, puisqu'on voit que 71% des enfants, même s'ils ont une chirurgie in utero, sont incapables de marcher de manière indépendante, et 62% de ces enfants vont avoir besoin de sondage quotidien. D'où l'idée de trouver des thérapies adjuvantes afin d'améliorer la réparation de la moelle épinière et donc les fonctions neurologiques de ces enfants. Et la thérapie cellulaire nous a paru être une option pertinente dans cette indication. L'objectif de notre étude était de démontrer que l'utilisation d'un patch de cellules stromales mésenchymateuses issues de cordons ombilicaux et greffées sur la moelle au moment de la chirurgie fœtale permettait d'améliorer les fonctions neurologiques des agneaux à la naissance chez le modèle ovin de myéloméningocèle. Donc le modèle ovin de myéloméningocèle, c'est un modèle qui est chirurgical. C'est un peu le gold standard du modèle animal quand on veut faire de la chirurgie in utero. Et il est conçu comme suit. La brebis a une gestation de 145 jours et à 75 jours de gestation, on va réaliser une hystérotomie pour avoir accès au pôle caudal du fœtus. Puis on va réaliser une excision cutanéo-musculaire en regard des vertèbres L1 à L5, puis une laminectomie pour exposer la moelle épinière et ensuite enlever l'adurmère en regard de ces vertèbres pour pouvoir observer un écoulement de liquide cérébrospinal. On sait que grâce à ce modèle, on va obtenir un phénotype à la naissance relativement similaire à celui des enfants qui présentent une myéloméningocèle, avec une exposition de la moelle épinière au niveau du dos fœtal et une hernie cérébelleuse tout à fait similaire à ce qu'on peut observer dans la malformation de Chiari de type 2. Alors, afin d'obtenir des cellules stromales mésenchymateuses, nous avons réalisé une méthode qu'on dit la méthode des explants, qui consiste à aller récupérer des cordons ombilicaux à la naissance des agneaux de manière stérile et à les segmenter, à enlever les 2 veines et les 2 artères qu'on trouve dans les cordons ombilicaux d'agneaux et à aller placer les morceaux de cordons ombilicaux dans des supports de culture comme vous pouvez voir sur la diapo, ce qui permet en fait aux cellules de gagner le fond du support en plastique puisqu'elles ont la capacité de se fixer au plastique. Nous avons pu isoler des cellules à partir de 26 donneurs qui étaient à terme et on a obtenu environ 2 millions de cellules par cordon ombilicaux. Toutes les cellules qu'on a isolées étaient fusiformes et adhérentes au plastique, ce qui correspond tout à fait aux caractéristiques des cellules stromales mésenchymateuses. Et on a ensuite caractérisé ces cellules in vitro afin de s'assurer que ce qu'on avait isolé et ce qu'on allait utiliser ensuite in vivo étaient bien des cellules stromales mésenchymateuses. On a montré que toutes les cellules isolées étaient capables de se différencier en ostéocytes et en adipocytes et qu'elles exprimaient les marqueurs habituels des cellules stromales mésenchymateuses.
Une fois les cellules isolées, il a fallu construire des patchs avec ces cellules stromales mésenchymateuses afin de pouvoir les greffer in vivo. Et pour ce faire, on utilise un patch de fibrine. Donc on va mettre nos cellules dans une solution de fibrinogène et ajouter des gouttelettes de thrombine, ce qui va permettre la polymérisation d'un patch en une dizaine de minutes dans un incubateur à 37 degrés. Voilà à quoi correspond ce patch. Et ce patch, on l'a étudié in vitro, ce qui nous a permis de montrer qu'il existait une distribution homogène des cellules stromales mésenchymateuses, que ces cellules survivaient in vitro au moins pendant que 4 jours, qu'elles étaient capables de se fixer au maillage de fibrine et de migrer au sein de ce maillage. On a ensuite réalisé les expérimentations de ces patchs in vivo. Donc voici le design de l'étude. Donc on a travaillé sur le modèle chirurgical ovin que je vous ai présenté précédemment et on a comparé 2 groupes d'animaux. Un groupe d'animaux pour lequel la malformation a été créée puis réparée par un patch de cellules stromales mésenchymateuses et une suture cutanée, et un groupe contrôle pour lequel le patch était un patch acellulaire sans cellules, toujours un patch de fibrine. Le protocole chirurgical était le suivant. On créait la malformation à 75 jours de gestation et 2 semaines plus tard, on réparait la malformation soit avec un patch de cellules, soit un patch acellulaire, une suture cutanée, puis la naissance était organisée par césarienne à 142 jours de gestation. Le critère de jugement principal de cet essai expérimental était un critère clinique, puisque l'objectif qu'on attend de ces cellules, c'est qu'elles permettent d'améliorer les fonctions neurologiques postnatales. On s'est donc appuyé sur un score qu'on appelle le score Ship Locomotor Rating, qui est un score validé chez le modèle ovin de myéloméningocèle et qui est un score coté sur 15, 0 correspondant à une paraplégie complète de l'animal et 15 à une déambulation normale de l'animal. Pour ces premières expérimentations, on a opéré 20 fœtus d'agneaux, ce qui nous a permis à la naissance d'obtenir 6 agneaux dans le groupe cellules souches et 6 agneaux dans le groupe contrôle. À l'examen clinique à la naissance, on était un tout petit peu déçus parce qu'on a retrouvé une très légère différence clinique sur l'examen moteur, et vous voyez que le score SLR dans le groupe des cellules souches était un petit peu meilleur que dans le groupe contrôle, mais pas de manière significative. On a observé un taux d'amyotrophie des pattes arrière qui était un petit peu moindre dans le groupe cellules souches et un taux de miction spontanée meilleur dans le groupe cellules souches. On a regardé ensuite sur le plan histologique ce que donnaient ces animaux. Donc sans surprise, on avait un taux de cicatrisation complète dans les 2 groupes, puisqu'on sait déjà que la chirurgie in utero chez l'homme, sans utiliser de cellules souches, permet d'avoir une cicatrisation complète à la naissance. Et de la même manière, on n'observait pas de hernie cérébelleuse, mais on sait déjà faire ça chez l'homme, puisque la chirurgie in utero permet la correction de la malformation de Chiari de type 2, ce qu'on peut voir même au cours de la grossesse. De manière assez rassurante, on n'a pas observé de tumeur dans le groupe des agneaux greffés avec des cellules souches, ce qui était plutôt une bonne chose, bien qu'on n'était qu'à 53 jours de la greffe, donc on ne sait pas très bien ce qui se passe par la suite. On s'est ensuite intéressé à l'étude microscopique de la cicatrice, et l'élément le plus intéressant qu'on a observé, c'est que dans le groupe cellules souches, il y avait moins de fibrose entre la moelle épinière et le derme. Et ça, c'est un élément qui est intéressant parce que les chirurgiens qui font de la chirurgie de la moelle épinière, que ce soit en prénatal ou en postnatal, nous disent bien que le fait d'avoir des cicatrices fibreuses entre la moelle épinière et la peau peut engendrer aussi une aggravation des troubles, notamment des troubles sphinctériens. Donc ça, c'était un élément intéressant de ces premières expérimentations. Et si on s'intéresse maintenant à la moelle épinière, là, on a pu observer qu'il y avait une préservation du tissu neuronal pour tous les agneaux du groupe cellules souches, ce qui était vraiment un résultat intéressant. Par ailleurs, on retrouvait aussi moins de fibrose autour de la moelle dans le groupe cellules souches. Ici, juste des images de moelle épinière dans les 2 groupes, donc des images qui sont assez caractéristiques pour chacun des groupes. Ici, on peut voir la moelle épinière dans un agneau qui a été greffé avec des cellules souches. Même si la moelle épinière est lésée, puisque les cornes postérieures ne sont pas complètes, on voit que la surface de la moelle est quand même bien plus importante que dans le groupe contrôle, avec une fibrose périmédulaire et une fibrose entre la moelle et le derme qui est moins importante. On a également réalisé une étude pour s'assurer qu'il n'y avait pas de dissémination des cellules à distance de l'endroit où on les avait greffées. Donc, dans ces premières expérimentations, les cellules qu'on a greffées étaient marquées à la GFP et on avait prélevé après euthanasie des agneaux des différents organes, donc les poumons, le cœur, le foie, la rate, l'intestin, les reins, la moelle osseuse et le placenta. Et on a réalisé des études PCR
pour rechercher de l'ADN de la GFP et de manière rassurante, là encore, on n'a observé aucune détection de l'ADN GFP+, dans ces organes, ce qui laisse à penser qu'il n'y a pas de dissémination des cellules lorsqu'elles sont greffées par le biais d'un patch au niveau de la moelle épinière au cours de la chirurgie fœtale. Cependant, comme je vous l'ai dit au cours des résultats, on était quand même un petit peu déçus de nos résultats sur le plan clinique, puisque l'objectif des cellules, c'est vraiment d'améliorer le pronostic neurologique de ces enfants. Et on s'est dit que peut-être l'enfant humain met 12 mois au moins à s'adapter à son environnement pour acquérir la marche. Et peut-être que notre erreur, ça avait été d'évaluer les agneaux beaucoup trop tôt, puisqu'on les évaluait qu'à 2 heures de vie. Et donc, grâce notamment au fonds alloué par la filière Neurosphinx, on a pu améliorer notre protocole et permettre en fait d'avoir des gardes d'étudiants vétérinaires pour pouvoir garder en vie les agneaux pendant 24 heures, ce qui nécessite de les biberonner toutes les 2 heures et de refaire nos expérimentations avec une évaluation clinique à 24 heures de vie. Donc cette fois-ci, cette deuxième année d'expérimentation, c'était l'année dernière. On a créé la malformation chez 15 fœtus, ce qui nous a permis d'avoir 7 agneaux vivants dans le groupe cellules souches et 4 dans le groupe contrôle. Et là, on a eu des résultats beaucoup plus satisfaisants, puisque vous pouvez voir que le score SLR était de 15, c'est des médianes, dans le groupe cellules souches versus 5 dans le groupe contrôle. Donc effectivement, donc là, vous avez un agneau du groupe cellules souches et en dessous un agneau du groupe contrôle. Et donc effectivement, on arrivait trop tôt lors de nos expérimentations l'année précédente. On a aussi retrouvé un résultat intéressant sur le plan sphinctérien, puisque tous les agneaux du groupe contrôle présentaient une incontinence dans les 24 premières heures de vie, tandis que seuls 14% des agneaux du groupe cellules souches présentaient une incontinence. Sur le plan histologique, je vais être assez rapide. En pratique, on a confirmé les résultats qu'on avait eus l'année précédente. Donc, pas de tumeur dans le groupe cellules souches, une diminution de la fibrose entre la moelle et le derme et une augmentation de la densité neuronale dans le groupe cellules souches. Donc en conclusion, on peut dire que la greffe de cellules stromales mésenchymateuses semble ne pas engendrer de risque et permettre un bénéfice clinique relativement important, notamment sur les fonctions motrices, mais peut-être aussi sur les fonctions urinaires. Et ces bénéfices cliniques sont expliqués par la préservation neuronale et la prévention de la fibrose. Quelles sont les perspectives de ce travail? C'est évidemment de translater tous ces résultats et ces techniques chez le fœtus humain. Et donc, nous sommes cette année en train d'étudier les cellules stromales mésenchymateuses issues de cordons d'origine humaine à l'unité de thérapie cellulaire avec le professeur Jérôme Larguero avec qui je travaille. Et nous sommes aussi en train de greffer des cellules humaines chez le modèle ovin pour s'assurer que de l'innocuité de la greffe de ces cellules. On va aussi essayer de maintenir en vie au moins 3 ou 4 agneaux greffés avec des cellules souches pendant 6 mois pour s'assurer qu'il n'y ait pas des tumeurs qui arrivent à plus long terme après la greffe. Et nous sommes en train de travailler avec la plateforme MEHARI de l'hôpital Saint-Louis, qui est la plateforme des thérapies innovantes de la PHP, et avec la NSM pour fabriquer un patch selon les Good Manufacturing Practice. Comme vous le savez, on en reparlera demain, la chirurgie in utero peut être réalisée à ciel ouvert, mais également par fétoscopie. Et donc nous sommes en train aussi de travailler in vitro pour translater cette ingénierie tissulaire à la fétoscopie. Voilà, tous les gens qui m'ont aidé sur ce projet ou des projets parallèles autour de la chirurgie fœtale des myéloméningocèles, que je remercie chaleureusement. Et je tiens vraiment à remercier beaucoup la filière Neurosphinx qui maintenant m'a financé sur 2 années consécutives, et ça a été vital pour poursuivre ces travaux de recherche. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a le temps pour 1 ou 2 questions. Pourquoi le délai de 15 jours entre la création de la malformation et la réparation? Alors ça, on l'a déterminé au tout début de la chirurgie expérimentale, donc c'est même dans les années 90, quand on cherchait déjà à voir si la chirurgie in utero fonctionnait. On a travaillé sur des modèles animaux et notamment beaucoup le modèle ovin. Et quand je dis nous, c'est nous, mais également des équipes américaines et un petit peu partout dans le monde. Et on s'est rendu compte que pour obtenir le phénotype de myéloméningocèle semblable à ce qu'on voit chez l'homme, il fallait faire les interventions à ce moment-là. Ok. Par rapport au risque de dissémination de ces cellules mésenchymateuses, vous avez regardé dans le LCR, bien sûr? Alors, le LCR, non, on pouvait pas, on l'a pas récupéré. On a regardé le cerveau, ce que j'ai pas mis sur ma diapo, mais on a regardé au niveau du cerveau. Et au niveau du cerveau, il n'y avait pas d'ADN GFP+, pas de tumeur non plus.
Et donc, vous évoquez l'inquiétude, entre guillemets, théorique là, du risque de seconde tumeur. C'est quoi les données de la littérature là-dessus? Très rassurant. Les cellules stromales mésenchymateuses, elles sont déjà utilisées en routine par voie hématogène, plutôt par injection intraveineuse. Et en fait, là où je travaille à l'unité de thérapie cellulaire, il y a un pan recherche, mais il y a un pan clinique, et ils préparent du sang de cordon en permanence pour la pratique clinique et perfuser ces cellules à des enfants. Et c'est extrêmement rassurant. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour une translation chez le fœtus humain. Autre question, qu'est-ce qui les biberonne toutes les 2 heures, les brebis? Ce sont des étudiantes de l'école nationale vétérinaire de Maison-Alfort. Ce sont Aurore et Coralie Brugier, que je remercie beaucoup, que je paye en fait. D'autres questions? Non, bah moi, Sur le... Oui. Je disais en aparté à Jean-Marie que vous allez voir notre présentation. Moi, je pense que sur vos agneaux, il faut qu'on fasse des IRM, peut-être même 6 ou 7 Tesla. C'est à Fontenay-aux-Roses qu'il y a le... J'ai oublié le nom de cette structure où ils ont des IRM 7 Tesla, 11 Tesla. Parce que vous aurez une corrélation entre la clinique et les lésions anatomiques et l'histologie. Vous aurez tout. Je vais écouter avec beaucoup d'attention votre topo alors. Et bien sûr, moi j'ai été très intéressé par le côté antifibrose, entre guillemets, à suivre, bien entendu, quoi. Sur les questions, merci, super. Bénéfice attendu, pourcentage injection intra-amniotique simple, point d'interrogation, une gestion nationale homogène des rares fœtus et familles concernés par la chirurgie en T, point d'interrogation. Alors, il y a plein de questions. Alors, concernant les injections intra-amniotiques, pour le moment, il n'y a qu'une équipe qui travaille là-dessus. Donc, c'est de la recherche expérimentale chez la rate gestante avec des modèles de myéloméningocèle induits à l'acide rétinoïque. Et les seuls résultats qu'ils ont pour le moment, c'est une amélioration de la cicatrisation cutanée, ce qui est déjà un résultat intéressant, puisqu'évidemment, si on faisait des injections intra-amniotiques, ça voudrait dire qu'on pourrait agir de manière plus précoce, de manière répétée, et surtout de manière beaucoup moins invasive pour la mère. Donc, ce sera dans les projets futurs, mais c'est un axe de recherche extrêmement intéressant. Les autres questions. Une gestion nationale homogène des rares fœtus et familles concernées par la chirurgie anténatale, point d'interrogation. Sous-entendu, je ne sais pas, registre ou suivi ou... Alors, gestion nationale homogène. Il n'y a pas beaucoup de centres qui font de la chirurgie fœtale en France. Il y en a 3 à ma connaissance. Nous, la partie, je parle pour Trousseau parce que je connais que Trousseau. Nous, à Trousseau, on reçoit des patientes de toute la France et à chaque fois, on propose la même chose, c'est-à-dire une consultation... une journée où il y aura 3 consultations, une avec une échographie de référence par des spécialistes de l'imagerie fœtale, de la neuroimagerie fœtale, puis une consultation pluridisciplinaire avec un médecin spécialiste en médecine fœtale, un neurochirurgien pédiatrique. Et on reçoit tous ces couples toujours en urgence. Et on propose ensuite 2 types de chirurgie, soit une chirurgie à ciel ouvert, soit par fétoscopie selon les formes. Voilà, et on tient un registre et on est dans Bamara. Voilà ce que je peux dire. Ok, on va peut-être avancer et passer donc à la communication suivante. Merci beaucoup. Professeur Sabine Sernacki, donc modélisation 3D de l'anatomie pelvienne de l'enfant pour la chirurgie des tumeurs et malformations. Sabine. J'attends la... C'est bon? Je peux y aller? Parce que moi, j'ai ma première diapo, là, elle n'est pas là. Elle arrive. Donc, j'ai choisi de vous présenter ce travail avec Alessandro Del Monte, qui est ingénieur et qui a réalisé toute la partie technique de ce travail. Et on remercie encore la filière Neurosphinx d'avoir soutenu financièrement ce projet. Donc, ce projet, c'est d'obtenir une modélisation 3D de l'anatomie pelvienne de l'enfant, mais on va voir que maintenant, ce sera encore presque plus facile chez l'adulte pour la chirurgie des tumeurs et malformations. Nous avons construit une équipe pluridisciplinaire avec des ingénieurs, des chirurgiens, des radiologues,
il y a quelques années. Isabelle Bloch est professeure de mathématiques appliquées, Alexandro Del Monte qui est ici, et donc l'équipe de radiologie de Necker sous la direction de Nathalie Bodert qui a été extrêmement aidante. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de masters qui ont travaillé maintenant sur ce sujet. On a aussi des stagiaires ingénieurs qui sont extrêmement performants et qui nous aident beaucoup. L'idée, c'était, une fois qu'on a eu ce robot chirurgical dédié à l'enfant, on s'est aperçu que finalement, on avait besoin d'une imagerie presque qui, je dois dire, soit à la hauteur de la technicité donnée par la robotique, ce d'autant qu'on a une vision 3D, certes, on a une dextérité extrêmement importante, certes, mais on a une vision très réduite, finalement, comme un petit peu aussi en laparoscopie ou thoracoscopie. Mais là, on n'a pas de retour de force. Donc, on a envie de se faire aider par une imagerie un petit peu plus performante. Et puis, on en est arrivé donc à construire ce projet. Pour vous dire toute la vérité, au départ, on nous l'avait demandé pour pouvoir, l'assistance publique nous demandait des projets de recherche pour nous financer ce robot. Et puis, comme toujours, finalement, on part de quelque chose et on arrive à quelque chose d'autre. Et finalement, on a construit une solution innovante de modélisation 3D qui est au service de la communauté chirurgicale, mais aussi des patients, on va le voir, et on en a parlé beaucoup aujourd'hui de la formation des patients. Et donc, notre idée, c'était de construire une modélisation 3D qui intègre les nerfs, et qui soit utilisable en routine, parce que la plupart des solutions qui sont proposées sont des solutions de service où vous envoyez votre imagerie et puis on vous la renvoie, ça coûte assez cher, et d'ailleurs la plupart du temps c'est fait à partir du scanner et pas beaucoup à partir de l'IRM, parce que l'IRM, Alessandro vous l'expliquera mieux que moi, mais c'est beaucoup plus contraignant pour faire ces images de segmentation. Donc en fait, au départ, je voudrais vous dire que, au-delà d'une très jolie image, ça répond finalement aux besoins des chirurgiens, des patients, mais peut-être aussi des établissements de santé. Les chirurgiens, tous les chirurgiens savent qu'avant de faire une chirurgie un peu complexe, on regarde les images avec son radiologue, on fait ce que j'appelle une simulation cognitive, c'est-à-dire qu'on va se représenter en 3D la chirurgie qu'on va faire, la tumeur ou la malformation qu'on va opérer. Et quand c'est très complexe, d'ailleurs, on le fait plusieurs fois, et ce d'autant qu'on est plus jeune dans le métier. Voir les trajets nerveux, finalement, on voit les racines, le départ des racines, mais on ne voit rien de plus et on les voit surtout pas en 3D. Donc ça, c'était quelque chose qui n'existait pas et qui peut permettre de limiter des séquelles dans certaines pathologies. Donc, meilleure évaluation du bénéfice-risque d'une intervention. Et puis, participer à la formation des chirurgiens, j'insiste beaucoup. Aujourd'hui, la durée de formation des chirurgiens est réduite du fait de la circulaire européenne du temps de repos post-garde, des formations, etc. Alors, finalement, ils sont beaucoup moins exposés au bloc opératoire, ils sont beaucoup moins exposés à voir ces images, les voir au bloc, etc. Et donc, je pense que ça peut participer à la formation des chirurgiens. Moi, je dis toujours que pour opérer un neuroblastome, maintenant, quand je vois une IRM, je sais ce que je vais trouver, mais ça a pris un certain temps. Donc, ça, c'est une façon de diminuer la courbe d'apprentissage des chirurgiens. Les patients et la famille, aujourd'hui, et particulièrement, je dirais, en pédiatrie, mais c'est vrai aussi chez l'adulte, les gens veulent comprendre quelle est la pathologie, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on ne fait pas aussi bien qu'ils l'imagineraient dans leur tête, quelles sont les séquelles potentielles, quelles sont les complications potentielles. Eh bien, si on leur montre, moi je leur montre toujours une imagerie en coupe, en essayant de leur expliquer comment il faut lire un scanner, comment il faut lire une IRM, mais c'est vrai que ce n'est pas très immédiat et que quand on leur montre ce type de modèle, ce qu'on a fait maintenant depuis à peu près 2 ans, on a clairement, les gens se sont complètement emballés. D'ailleurs, on a fait une petite étude qu'on vous montrera. Ça facilite l'alliance thérapeutique. On en a parlé beaucoup aujourd'hui de l'alliance thérapeutique. Et je pense que ça peut éventuellement aider des parents ou des patients
qui auraient des séquelles, à comprendre pourquoi ils ont des séquelles et que ce n'était peut-être pas évitable. Voilà. Enfin, bon, ça c'est pour essayer de convaincre aussi de l'intérêt d'utiliser ce type d'outils. Je pense que ça peut peut-être limiter dans certaines indications, pas toutes, limiter les coûts liés aux complications chirurgicales et peut-être, alors ça très probablement, limiter les plaintes qui sont liées au fait que de temps en temps, les parents n'ont pas bien compris ou les patients n'ont pas bien compris quels sont les enjeux de la chirurgie. Et vous le savez tous, en tout cas les chefs de service le savent bien, on reçoit des plaintes presque tous les jours pour des patients qui ne sont pas contents. Et souvent, c'est un problème d'information. Alors, notre technologie, je vais passer la parole à Alessandro. Merci. Bon, je vais aller assez rapidement sur tous les aspects techniques. Moi, ça fait 2 ans que je travaille dans la filière maladies rares et on a pu développer plusieurs choses, en particulier un système pour obtenir à partir d'imagerie IRM non irradiante ces modèles 3D avec un délai de modélisation très court. On parle de 5 minutes pour obtenir un modèle 3D comme ça. Une autre méthode pour visualiser le système nerveux périphérique à partir d'IRM de diffusion chez l'enfant. Et finalement, on a aussi développé un logiciel pour les chirurgiens, les médecins, pour pouvoir vraiment utiliser ces modèles 3D. Donc, pour la première partie, nous avons développé une chaîne de traitement d'images IRM qui se base sur des techniques d'apprentissage supervisé d'intelligence artificielle, qui maintenant nous permet encore une fois d'obtenir ces images 3-dimensionnelles avec un délai d'environ 5 minutes. On a développé des algorithmes d'initialisation, comme sur la gauche, qui nous permet de cibler la zone de l'image d'intérêt, des méthodes d'IA pour la segmentation, donc la modélisation des organes. Vous pouvez voir avec juste quelques clics, on arrive à partir de l'image à obtenir la représentation 3-dimensionnelle des os. Et après des systèmes de correction pour vraiment valider ces modèles 3D avec les radiologues et avoir vraiment un retour des utilisateurs sur ce qu'on fait. Donc, en ce moment, grâce à nos méthodes, nous sommes capables d'obtenir une précision d'environ 80-90% pour tous les organes du pelvis, donc os, sacrum, colonne, vaisseau, vaisseau iliaque et système génital. Avec ça, nous avons essayé d'ajouter à cette information structurelle une information plus fonctionnelle. Donc, essayer d'intégrer dans ce modèle 3D la visualisation du système nerveux périphérique. Pour faire ça, nous avons un peu appris au logiciel l'anatomie des patients. Nous lui avons dit comment retrouver les nerfs à partir d'une imagerie IRM qui s'appelle l'imagerie IRM de diffusion. Et grâce à nos méthodes mathématiques, nous sommes maintenant capables d'obtenir une reconstruction complète du plexus sacré chez l'enfant, en particulier entre les racines L4, L5 et les racines S4. Nous sommes en train de encore développer la visualisation des nerfs plus fins. On a eu beaucoup de mal chez l'enfant à cause de la résolution d'image. On est un peu limité par le temps d'acquisition de l'imagerie IRM, mais nous sommes en train de travailler sur ça. Et finalement, nous avons donc développé un prototype logiciel qui nous permet de mettre ensemble toutes ces méthodes de traitement d'image assez complexes utilisées par quelqu'un qui n'est pas informaticien. Donc, c'est un logiciel qui peut être utilisé pour visualiser, pour prendre des mesures, mesures de volume, de distance, changer toutes les options de transparence, de couleur, évaluer les rapports. Voilà. Et surtout, logiciel qui nous permet de vraiment avoir ce modèle 3D disponible en préopératoire, mais surtout aussi en péropératoire. Donc, nous avons déjà travaillé pour la chirurgie à ciel ouvert, où on peut tout simplement
avoir un modèle 3D du patient qui est en train d'être opéré sur les écrans du bloc, mais nous travaillons vraiment sur un recalage entre la vision péropératoire issue du robot ou des autres systèmes de chirurgie mini-invasive avec les modèles péropératoires pour créer une espèce de réalité augmentée d'overlay chirurgical et de guidage pour les chirurgiens. Alors, on a fait quelques petites études dans le service. Après, je vous parlerai des études qu'on va faire à plus large échelle. On a fait une petite étude pilote sur 24 patients qui présentaient des tumeurs pelviennes. Ce sont des maladies rares, je précise, avec un âge moyen de 5 ans. Ça nous a permis de discuter le dossier en RCP avec ce modèle, ce qui est quand même très intéressant parce que tout le monde voit la même chose. On l'a donc projeté soit dans le bloc opératoire, soit intégré dans les consoles du système robotique. Et on a essayé de faire une corrélation entre le modèle 3D et les constatations opératoires. Dans cette étude un petit peu préliminaire, on a bien vu que c'était très très intéressant pour anticiper la stratégie chirurgicale pour les tumeurs neurogènes, et ça nous a d'ailleurs conduit à des stratégies un petit peu différentes de ce qu'on aurait fait au moins dans 1 ou 2 cas. Pour le guidage péropératoire, les opérateurs qui étaient à la console du robot trouvaient que c'était très utile, mais même à ciel ouvert, on peut revoir le modèle à chaque fois, le tourner dans tous les sens et se poser des questions, ce qu'on fait toujours en péropératoire. Alors il y a eu une adhésion massive des personnels médicaux non chirurgiens et des personnels paramédicaux, parce qu'au niveau du bloc opératoire, là comme ça, tout le monde comprend ce qu'on est en train de faire. Et puis, dans 3 cas, ça nous a permis d'épargner un nerf sciatique. Il y a eu aussi, l'année dernière, un master qui a fait une étude nationale pour... Alors, on m'a dit, ça ne sert à rien, cette étude. C'était pour essayer de voir le degré d'adoption de ce type d'imagerie par les chirurgiens. Et donc, on leur avait fait avec des petites vidéos. En fait, ils avaient des vidéos d'imagerie 2D, des vidéos d'imagerie 3D. Et on leur posait un certain nombre de questions sur la reconnaissance des différentes structures anatomiques, l'intérêt pour la planification chirurgicale et puis le caractère rassurant ou non de l'imagerie, en particulier pour les personnels non médicaux, parce que ça peut sembler peut-être même parfois inquiétant. Et ce système de vidéo permettait de ne pas avoir d'influence sur la personne interrogée. C'était surtout des chirurgiens juniors. Vous voyez la population qui a été interrogée, beaucoup de chirurgiens juniors, quelques seniors et des non-médecins. Et puis, le questionnaire était avec un score de 7, ce qu'on avait trouvé dans la littérature pour ce type d'études. Et évidemment, c'est presque évident, tout le monde trouvait... Enfin, tous les items ont été considérés comme de meilleure performance dans le modèle 3D. C'est bien qu'on m'a dit, mais pourquoi tu as fait une étude comme ça ne sert à rien. Quelque part, on avait quand même besoin de le savoir. On a également fait, mais ça, c'était pas du tout sur l'argent de la filière, on a été beaucoup aidé par Imagine. On a fait une étude de réceptivité de ce type de solution. Qu'est-ce que les gens attendaient ? Ce qui est intéressant, qui apparaît particulièrement intéressant, c'est le fait d'avoir cette tractographie qui n'est proposée par aucune solution aujourd'hui. D'avoir un format propriétaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez le logiciel sur votre ordinateur et que de la même façon que vous avez Osiris, que pour certains... J'ai dit Osiris, oui c'est Osiris, je confonds avec le truc de la paix, qui connaissent ce logiciel de visualisation. Michel Zera l'utilisait beaucoup, c'est lui qui me l'avait fait découvrir. De la même façon, vous avez ce logiciel et vous récupérez vos images de votre PACS et vous pouvez construire votre imagerie 3D, c'est-à-dire que ce n'est pas un service. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ça vous permet de discuter votre modèle avec les radiologues, et je pense que l'ambition, c'est vraiment pas de se passer des radiologues. Et puis le fait qu'on puisse l'intégrer sur des plateformes de robotique. Alors ici, vous avez un petit film que Alessandro a bien voulu faire, qui montre un petit peu le logiciel, qui permet d'avoir aussi les images natives. Et on est en train de travailler sur
on va dire, la performance enfin, les interactions avec ce logiciel de visualisation. Ici, c'est une tumeur neurogène, un neuroblastome du pelvis qui passe dans l'échancrure sciatique et va dans la fesse. C'est un patient qu'on a opéré avec Michel Zera, avec Éric Mascar. Michel Zera et Éric Mascar ont fait la partie postérieure dans un premier temps. Et puis, moi, j'ai opéré la partie pelvienne. Et on voit que les nerfs, qui d'ailleurs, malgré le fait que tout a été fait par apprentissage automatique, vous voyez que le nerf de droite est dévié dans sa trajectoire. Et c'est ce qu'on a constaté d'ailleurs en péropératoire. Et ça nous a permis, cette visualisation, de respecter une partie, c'est-à-dire qu'on a laissé de la tumeur autour du nerf. C'est une tumeur qui est d'agressivité très lente. Et donc, on peut se permettre de laisser un peu de la tumeur. Je voulais vous montrer, je ne sais pas si j'ai le temps, une autre. Je voulais vous faire fonctionner le logiciel pour que vous le voyez. Sur une tumeur qu'on a opérée ici avec Cyril James, qui est ici, et qui peut-être correspond un peu plus aux préoccupations de nos collègues qui travaillent sur la moelle. C'est une petite fille qui avait, je ne sais pas pourquoi, là, c'est pas... qui avait un tératome sacrococcygien qui rentrait dans le canal médulaire. Et donc, vous voyez, bon, on va enlever la vessie parce que les enfants ont toujours la vessie trop pleine quand on leur fait l'IRM. Et vous voyez ici, on va enlever le côlon aussi, vous voyez ici la tumeur qui remonte dans le canal médulaire, c'est-à-dire que si j'enlève les vertèbres, il me manque quelque chose. Vous voyez que la tumeur remonte dans le canal et on a regardé cette imagerie très précisément avec Cyril. Je suis désolée, j'ai pas la même vision sur mon truc. Et on voit voilà, que la tumeur comprime en fait en avant, comme attendu d'ailleurs, les racines. Cette petite fille, on avait très très peur. Elle est née comme ça. Elle avait un anus béant. Et on a annoncé aux parents avec Cyril que probablement, peut-être, elle serait incontinente. Et en fait, je pense que quand même, ça t'a aidé pour mener cette chirurgie. Et aujourd'hui, elle va très bien. Elle a 0 problème de continence. Bon, on a peut-être eu de la chance parce qu'elle a une certaine plasticité à son âge. Mais en tout cas, même vis-à-vis des parents, ils comprennent mieux éventuellement s'il y a des séquelles. Donc, je reviens sur ma diapositive. Et ici, donc, vous avez vu tout à l'heure qu'aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire grâce à Alessandro, c'est de plugger dans le modèle, dans la vision robotique, le modèle 3D et de le faire bouger de manière manuelle pour l'instant, mais Alessandro est en train de travailler avec d'autres collègues. Je vais juste laisser expliquer brièvement, parce que ça c'est très compliqué. Oui, je vais très très rapidement, mais l'idée c'est nous sommes désormais capables de récupérer pendant l'opération les flux vidéo du robot chirurgical, faire une espèce de court-circuit où on récupère les images, on les traite, on rajoute notre information additionnelle et on renvoie au robot cette visualisation augmentée en utilisant différentes techniques de localisation, d'identification, de modélisation. Voilà, très très rapide. Moi, il me l'a expliqué plusieurs fois et je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Mais en tout cas, ça commence à marcher. Et donc, juste pour finir, finalement, l'idée, c'était de se dire qu'on est dans aujourd'hui, on est quand même dans une révolution chirurgicale. Je pense que mes collègues sont d'accord avec cette histoire de robots chirurgicaux. Il y en a beaucoup qui sont en train de se développer. Pour l'instant, le monopole est chez Intuitive, mais on sait qu'il y en a beaucoup qui vont arriver et qui sont parfois même et souvent dédiés sur des organes précis. Il y en a pour l'os, il y en a pour l'ORL, il y en a pour le maxillofacial. Et donc, cette raison, plus le fait que les chirurgiens, je pense, ont quand même une durée d'exposition à la chirurgie qui est moins importante, le fait que le patient veut vraiment être un acteur de sa prise en charge thérapeutique, il veut comprendre ce qu'on va lui faire, il veut comprendre quelles vont être les suites opératoires et les complications éventuelles. Et je pense que ce type d'outil
peut répondre à ces besoins. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a décidé je pense que c'est tout, on a décidé de tester vraiment l'impact de cette représentation, malheureusement pas chez l'enfant, parce que toutes les tumeurs ou les pathologies qu'on a sont si rares, c'est si hétérogène, c'est pas le même âge, ça sera très difficile de démontrer quelque chose. Et donc, quand on était parti au départ pour faire ce travail, on avait pensé à l'endométriose. Et vous savez que c'est devenu un sujet à la mode. Et donc, là, il y a l'équipe de Cochin et l'équipe de l'HEGP qui vont démarrer une étude sur l'intérêt de cet outil dans l'endométriose. Dans un premier temps, simplement pour évaluer la pertinence en termes de corrélation clinique, et ensuite il y aura une étude en chirurgie. Et puis ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que je vous remercie, parce que je pense qu'on va essayer d'avancer. Alors voilà, je pensais à votre étude, mademoiselle, et je me disais, regardez, si vous faites ça avec vos agneaux à 6 mois, vous aurez... en plus, on peut faire... Là, c'est des IRM 3 Tesla, mais les animaux, on peut les mettre à 6 Tesla, 7 Tesla ou 11 Tesla. J'ai appris qu'à Robert Debré, il commençait à faire des IRM 6 Tesla à certains enfants. Donc, on peut avoir encore des informations plus intéressantes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on ouvre pour la discussion. Oui, Célia. Le micro, peut-être, pour le... Super travail. Sabine, tu peux nous dire 2 mots des malformations anorectales? Ah oui. Oui, alors on avait démarré en se disant on va avoir les malformations anorectales en 3D, ça va être super. Et on pourra mieux voir, en particulier dans les malformations cloacales, quels sont les rapports entre le rectum, la filière génitale, la filière urinaire. Le problème, c'est des tout petits enfants et il faut en fait par la colostomie pousser de l'eau pour bien voir. Et c'est très compliqué parce que déjà ici ils sont pas endormis, ils sont sédatés, les enfants. Donc déjà, c'est compliqué parce qu'on n'a pas toujours des images de très bonne qualité. Et malheureusement, alors aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, on a un peu renoncé à ça parce que on a essayé pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Peut-être que Alessandro et ses collègues nous trouveront un moyen intéressant de pouvoir avoir vraiment... on devrait recommencer, je pense, peut-être à essayer de les modéliser, mais il faut que ça soit opacifié. C'est ça le problème. Alors, pourquoi des séquences de diffusion et diffusion tractographie, c'est pareil ou c'est différent pour... La tractographie, c'est juste une méthode mathématique qui utilise les images de diffusion. Et c'est les meilleures séquences par rapport aux objectifs. C'est la seule séquence qu'on peut utiliser parce qu'en fait, on va regarder les mouvements des molécules d'eau dans les tissus. Donc ça, c'est l'imagerie IRM de diffusion. Et quand on fait l'imagerie en DTI, on arrive à retrouver la direction préférentielle de ces molécules d'eau. Nous, on sait que comme dans les fibres, il y a une couche de myéline qui empêche les mouvements dans tous les sens. On sait que quand il y a une direction préférentielle très très forte, ça signifie qu'on est en train de suivre une fibre nerveuse. Et donc, notre méthode, la tractographie en général, exploite ces informations pour essayer de construire les trajets des nerfs. Et nous, on a encore rajouté une couche sur ça. On s'assure que toutes ces méthodes mathématiques ont une vraie cohérence avec la clinique. Donc Sabine, moi j'ai bien compris que vous avez mis au moins 2 ans à apprendre au logiciel à reconnaître où étaient les nerfs. Et les étudiants, ils comprennent l'anatomie des nerfs de la région pré-sacrée plus rapidement, du coup, avec le logiciel ou pas? Vous avez testé sur le... Pas encore. Alors, on l'a fait un tout petit peu avec l'étude qui a été faite par notre master l'année dernière, puisqu'il y avait 3/4 pratiquement de chirurgiens juniors qui étaient emballés. Oui, ils étaient emballés parce que... voilà. Juste pour te dire, les machines que tu as en IRM, elles te fournissent soi-disant une tractographie.
Mais le problème, c'est que nous, on a eu un petit truc secret qui est venu de l'équipe et en particulier du professeur Bloch et d'Alessandro, qui nous a permis d'avoir ces jolies images que tu n'auras pas nativement Alors, dans la il y a machine. une question. À quand le passage de l'anatomique au fonctionnel? Car c'est le vrai enjeu, car la corrélation anatomo-fonctionnelle n'est pas absolue. Alors, je l'ai montré tout à Je pense l'heure, que mais ça sous-entend le monitoring péropératoire, l'électrophysiologie peut-être oui. Alors, il y a plusieurs choses, hein. Il y a le monitoring péropératoire. Bon, moi, personnellement, je pense que autant dans la thyroïde, pour le récurrent et tout ça, ça marche très, très bien. Autant là, c'est un peu plus complexe, mais ça fait partie des outils qu'on pourrait effectivement investiguer. Puis, il y a une deuxième chose, il y a des gens qui disent qu'ils injectent, j'ai vu là une publication il y a 1 an à peu près ou 2, où ils injectent tous ces marqueurs fluorescents qui peuvent montrer les nerfs. Mais je pense que ce n'est pas exclusif, c'est complémentaire, c'est-à-dire ça sera de toute façon, plus on aura d'informations, plus on sera content. Et dernière question, c'est disponible là maintenant, entre guillemets, dans le commerce ou... Alors là, on est sur une démarche pour que ce soit disponible, mais il y a encore du trajet. Mais par contre, Fabrice, si tu as des patients pour lesquels tu es intéressé, nous, on est toujours disponible. Super, merci beaucoup. Alors, dernière communication, Célia Crétol, Giulia Dinan et Stéphanie Smadja pour Handicap invisible et douleur, le langage intérieur d'enfants atteints de malformations anorectales. Merci. Bonjour à tous. Vous avez compris, c'est une présentation à 3 voix sur ce projet où on remercie bien sûr la filière de nous avoir soutenus. On en a déjà parlé aujourd'hui dans la partie MAREP. Ça peut paraître paradoxal d'intégrer un protocole de linguistique clinique dans un parcours de soins pour des malformations anorectales et maladies de Hirschsprung, alors que on a l'impression, et c'est une réalité, c'est certain, qu'il y a la chirurgie, puis le temps de la rééducation, le temps que l'enfant grandisse, et puis voilà. Pourtant, en tout cas, c'est le sentiment qu'on avait avec Julia depuis de nombreuses années à travailler ensemble. On sentait bien que la résonance intérieure des mots qu'on prononce et même de ceux qu'on ne prononce pas a un impact évident sur le devenir de ces enfants et leur progression, je dirais même sur un plan fonctionnel, on vient d'en parler. Et c'était le défi qu'on s'était lancé quand on a rencontré Stéphanie il y a 5 ans, d'aller sur ce terrain-là. On ne savait pas très bien lequel d'ailleurs, mais c'était les sciences humaines et sociales, on va dire au sens large. Et c'est apparu en tout cas logique, implacable, d'explorer cette voie du langage intérieur de ces enfants qui ont finalement une triple peine, celle de la malformation, celle de l'atteinte du corps, du handicap invisible, et du handicap invisible dont on ne parle pas. Alors ça peut être un atout, comme disait Madame Bouverne cet après-midi, mais ça peut être aussi un renforcement de cette douleur sur ce projet qu'on a appelé d'ailleurs douleur, handicap invisible, qualité de vie. Je laisse la parole à Stéphanie pour présenter... C'est pas tout de suite. Alors, je reviens en arrière, pardon. Donc c'est un projet pilote qui s'intitule « Le langage intérieur d'enfants atteints de malformations anorectales et pelviennes rares, douleurs, handicap et qualité de vie », qui a été soutenu et financé par l'Institut Imagine, que nous remercions également depuis septembre 2020, et par mon équipe de recherche dans l'Université Paris-Cité, le CERILAC. Donc ce projet est centré sur l'endophasie, sur la question du non-dit, de la souffrance morale, et il s'articule dans une double perspective de recherche clinique et de recherche-action, avec une dimension de recherche-création, comme le verront ceux qui nous écoutent demain à 18h. On a créé un protocole de linguistique clinique spécifiquement pour le centre MAREP, celui pour les enfants, et nous avons donc mis en place des thérapies endophasiques à la fois pour les enfants et pour les adultes.
ce protocole et ces thérapies constituent une proposition d'innovation thérapeutique qui peut être reproductible en cas de confirmation de nos résultats positifs, donc qui serait reproductible à une échelle plus large, donc pour d'autres formes de malformations rares du pôle caudal, mais aussi pour d'autres maladies rares ou pour des maladies qui ne seraient pas rares. Comme le disait Célia, la nécessité de faire cette étude s'est imposée parce qu'il y a des limites à nos capacités aussi à comprendre ce que nous ne connaissons que trop bien. Nous sommes aux prises avec des pathologies. Voilà, les mots-clés, c'est vraiment le tabou, le non-dit et tout ce qui fait obstacle à la communication. Et nous, dans notre équipe, dans notre cuisine, on n'en parle que trop facilement, mais comment on en parle et de quelle façon la façon dont on en parle impacte la représentation de soi des patients, leur image de soi et leur parole intérieure finalement. Ces patients ont aussi une difficulté, comme je l'ai expliqué plus tôt, à mettre en mots leur vécu, leur expérience subjective. Et finalement, tout leur monde interne reste peu accessible. Et aujourd'hui, nous avons trouvé dans la rencontre avec Stéphanie Smadja et la mise en place de ce projet vraiment une façon complémentaire à celle que moi, en tant que psychologue, je peux mettre en place pour accéder, pour mieux connaître ces enfants, pour mieux les aider, pour contourner les freins à la prise en charge comportementale, psychologique, etc. dans ces situations. Et pour les aider aussi dans leur vie sociale et scolaire et dans toutes les difficultés que nous avons que trop bien évoquées plus tôt. Alors, parmi les résultats attendus donc, des études en cours et à venir, nous souhaitons identifier donc, les formes idiolectales typiques d'un individu, les fonctions positives ou négatives de la parole intérieure, les troubles et les dysfonctionnements. Mais nous souhaitons aussi voir si, en fonction d'un certain type de patient, on retrouve des traits communs au-delà des formes idiolectales. Évidemment, nous souhaitons mettre en valeur une meilleure connaissance des représentations intérieures des enfants atteints par les malformations anorectales et pelviennes rares, mais aussi de l'entourage et du personnel soignant qui les suit, puisqu'autour des enfants, on suit en fait les adultes qui les entourent. Il s'agit également d'analyser donc la portée symbolique de ces malformations, puisque contrairement par exemple au cancer du sein où il y a un avant et un après pour les malformations anorectales, ces enfants naissent avec ces malformations, donc là se construisent intérieurement avec les éventuelles séquelles par exemple. Nous souhaitons aussi, entre autres, proposer de nouvelles hypothèses sur la souffrance psychologique de ces patients. Alors c'est un projet pilote. On n'a pas pu encore démarrer les inclusions de façon officielle, si je puis dire, même si Stéphanie assiste à énormément de consultations avec moi et avec Julia aussi d'ailleurs pour se constituer ce qu'on appelle un corpus. Pour la bonne et simple raison, c'est que on attend la réponse du comité d'éthique. On est dans une étude observationnelle et on est aussi pas loin du comité de protection des personnes. Donc ça, on attend d'abord l'avis du comité d'éthique. Mais cette méthodologie, c'est certain qu'elle sera reproductible dans d'autres disciplines et dans d'autres schémas et dans d'autres. Et Stéphanie a déjà l'exemple du travail qu'elle mène au Cénopole avec l'équipe de cancérologie. Et notre objectif, c'est de développer, outre les programmes longs dans lesquels les patients seront inclus. Alors quand je dis les patients, c'est aussi les enfants, mais également leurs parents. Et d'ailleurs aussi le milieu scolaire dans lequel ils évoluent si c'est possible, et les soignants dont on fait partie déjà puisque nous on a commencé le protocole, mais aussi de faire des programmes courts qui soient plus adaptés à nos temps de consultation et à nos parcours de soins, dans lesquels on pourrait imaginer que l'enfant s'intègre dans ce parcours qui serait psycho-linguistique, ou des formats qu'on pourra après envisager à la carte presque, on va dire. Et le but, et Stéphanie a déjà créé une application mobile qui a été récompensée en 2016, si je ne me trompe pas. En fait, c'est la conception. C'est la conception, voilà, d'une application qui permettrait aussi, puisqu'on va étudier la parole intérieure et l'endophasie, d'aller capter sur le vif cette endophasie sur une application mobile, sur laquelle d'ailleurs on est déjà en train de travailler.
Donc, nous avons créé un protocole adapté aux enfants, puisque ce protocole n'existait pas avant le travail avec le Centre Marep. Donc, il a été adapté avec toute une équipe, parmi laquelle, évidemment, Célia Crétol, Julia Disnan, mais aussi des étudiantes, d'autres linguistes de l'équipe. Et le principe des protocoles pour les enfants, c'est qu'ils se construisent en plusieurs phases, comme les protocoles pour les adultes. Mais contrairement aux protocoles longs des adultes, dès le départ, les protocoles pour enfants se fondent sur des entretiens en 2 étapes, c'est-à-dire des questions d'abord qui permettent d'abord de mettre l'enfant en confiance, finalement des questions assez générales, et ensuite des questions qui vont de plus en plus au fur et à mesure des séances vers la vie intérieure et la parole intérieure. Donc ça, c'est la première moitié. Et en deuxième moitié, des exercices et des jeux qui permettent soit de poursuivre l'étape de mise en confiance de l'enfant, soit justement d'explorer la question de la vie intérieure autrement, de façon plus ludique. Par exemple, pour essayer de comprendre le lien entre représentation de soi et langage intérieur, on peut passer par le jeu du portrait chinois. Si j'étais un animal, je serais, et il complète. Autre exercice pour comprendre en quoi consiste ce que j'appelle les modalités endophasiques, c'est-à-dire la façon dont on perçoit cette voix dans sa tête, qui d'ailleurs n'est pas toujours une voix, justement. Je demande que l'enfant récite une poésie dans sa tête, une poésie qu'il a apprise, et je lui demande ensuite comment il a perçu cette poésie. Est-ce qu'il entendait une voix dans sa tête? Est-ce qu'il n'y avait pas de voix, etc. Et pour vous donner un exemple, avec un des enfants qui est en phase test de ce protocole, je me suis rendu compte que son langage intérieur se structurait essentiellement par image, a priori, et sous forme de silence, avec assez peu de mots, finalement, ce qui arrive chez les adultes aussi. Parmi les exemples d'exercices thérapeutiques, donc une fois que j'ai établi un état des lieux, alors qu'il reste partiel, hein, comme pour les adultes, on n'a évidemment pas accès à la totalité de la vie intérieure de l'enfant, et il y a des biais, bien sûr, dans ce protocole, puisqu'on a un accès qui reste indirect. On passe par le prisme de la subjectivité de l'enfant. Et donc, une fois qu'un état des lieux est établi et suffit pour établir donc un bilan endophasique, je propose des exercices thérapeutiques, par exemple, pour travailler sur la représentation de soi et la temporalité. On peut tout simplement proposer à l'enfant de continuer des phrases du type « aujourd'hui je suis »,« hier j'étais »,« demain je serai ». Et ensuite, on peut combiner ce travail donc sur les tiroirs verbaux, je suis, j'étais, je serai, et sur les adverbes. On peut combiner ce travail qu'on appelle les références spatio-temporelles. On peut combiner ce travail avec un travail sur les négations. Aujourd'hui, je ne suis pas, hier, je n'étais pas, demain, je ne serai pas. Pour les adultes, le protocole a été ajusté en s'inspirant du tout premier protocole monologué, mais aussi de celui qui est mis en œuvre au Cénopole, hein, principalement, pour les adultes au Cénopole. Donc c'est un protocole long en 3 phases, une phase d'exploration, une phase à visée plus thérapeutique, et la 3e phase consiste à revenir à l'autonomie et à faire le bilan des compétences endophasiques acquises. Donc pour les adultes, parmi les exercices thérapeutiques qui sont proposés, il y a l'exercice d'écriture émotionnelle qui consiste à raconter un événement qui a fortement marqué. Ça peut être un événement traumatique. D'abord à se raconter cet événement à l'écrit ou à l'oral. Au Centre humanitaire d'Ivry, par exemple, je le fais à l'oral. Là, c'est souvent à l'écrit au Centre Marep. Donc en se le disant à la première personne, et ensuite se le raconter tout de suite à la 3e personne, en ne changeant aucun mot si possible, s'il est écrit, sauf le pronom. Et là, on pourrait supposer d'avance que l'effet est forcément une prise de distance, mais pas toujours, en réalité, puisque certaines personnes se parlent naturellement à la 3e personne, sans que ce soit le signe d'une pathologie quelconque. Et il arrive aussi, par exemple, que l'immersion fictionnelle, donc l'entrée dans une fiction littéraire, soit facilitée par la 3e personne pour certains de nos participants. Donc la 3e personne n'est pas nécessairement le signe d'une mise à distance, ça peut être au contraire le signe d'un plus grand investissement subjectif. Donc là, les effets varient d'un individu à l'autre. Alors, parmi les objectifs principaux de ce protocole pour adultes, puisque vous pourriez poser la question, pourquoi est-ce qu'on suit aussi les adultes ?
Le premier objectif, c'est de travailler sur la question de la polyphonie, c'est-à-dire la superposition des voix dans une même parole intérieure et de la transmission entre les parents et les enfants. En fait, un enfant ne se parle que parce qu'on lui a parlé, et tout langage intérieur, y compris à l'âge adulte, est forcément polyphonique. Et donc le langage intérieur de l'enfant est tissé du langage intérieur de tous ceux qui l'entendent. Donc ça, c'est le premier objectif, mieux comprendre le langage intérieur de l'enfant. Le deuxième objectif, c'est de proposer un accompagnement vers un savoir-être pour les proches aidants qui va lui-même résonner avec le savoir-être pour l'enfant. Alors ça, c'est un des outils que nous avons créé. C'est une invention du programme Monologuer qu'on appelle le carnet endophasique, donc pour carnet de parole intérieure. Donc là, vous avez la page de titre et la 4e de couverture pour les adultes. Donc la page de titre est personnalisable. Ensuite, on propose en fait aux adultes de tenir librement, de garder librement trace de leur parole intérieure en essayant de ne rien changer. Donc de garder trace au mieux, parce qu'il est impossible d'être complètement fidèle. Alors actuellement, donc on est encore en phase test, mais on a quand même déjà des chiffres assez significatifs, puisque 107 patients ou membres de l'entourage ou personnel soignant ont été vus à ce jour, alors tous par mois en l'occurrence. Au total, 143 entretiens. Pour les enfants observés, on présentait un cas tout à l'heure en consultation conjointe, il y en a 74. Les enfants et les parents inclus dans les phases tests du protocole sont au nombre de 31, et donc 2 membres du personnel soignant suivis. Alors à titre de comparaison, vous avez les chiffres au Cénopole, donc 77 patientes observées ou suivies et 110 entretiens, et au centre humanitaire d'Ivry autour de la question de la migration. 48 entretiens, 35 patients suivis, et maintenant nous commençons à inclure des enfants. Et là, c'est le protocole qu'on a créé ici qui sert de modèle pour le protocole à Ivry. Alors, on part sur... Oui, pardon, excusez-moi. On part sur la création dans cet environnement, la création d'une chaire de linguistique clinique. Ça, c'était une ambition qu'on a eue depuis quelques mois et qui est en train de se concrétiser même extrêmement rapidement, avec des soutiens multiples qui permettraient en fait finalement de cristalliser, de concrétiser ce partenariat d'abord qu'on forme médico-linguistes innovant, mais également d'afficher en fait non seulement cet aspect recherche, bien sûr, innovation clinique, scientifique, mais également toute la valence pédagogique, formation, information même au-delà, mais également le volet artistique dont Stéphanie n'a pas parlé, mais qu'elle produit aussi en parallèle, qui est d'ailleurs à différentes facettes, entre la danse, le théâtre et demain une fiction radiophonique qu'on a créée avec des étudiantes en master, mais aussi l'aspect humanitaire dont tu as parlé. Donc cet environnement s'afficherait dans... pourquoi une chaire ? Parce que c'est ce qui nous a semblé être le plus affichable, en tout cas. Porté par on espère, l'université Paris-Cité, mais en tout cas, c'est certain pour l'instant, Imagine, et puis les 2 ENS, la maison mère de Stéphanie Redulme, et puis celle de Lyon. Ce protocole, vous avez compris qu'il intégrait les patients, bien sûr, mais également les proches aidants, et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Mais également le personnel soignant, ce qui nous amènerait aussi à demander un partenariat avec l'assistance publique, notamment sur l'aspect du burn-out, qui est une question d'actualité dans plein de domaines, bien sûr, mais ces protocoles, pourquoi pas les faire aussi sur le personnel soignant à titre préventif, parce qu'il y a des accroches linguistiques, je n'ai pas encore forcément, moi, les bons wordings, comme on dit, mais il y a des signes précurseurs dans les mots qu'on utilise, précurseur de ce qui peut se passer par la suite et justement d'une dégradation aussi de l'état psychique des patients, des soignants, pardon. Et donc j'en parlais tout à l'heure, l'existence aussi de protocoles courts
qui ne seraient pas forcément des protocoles très longs qu'on pourrait faire à des personnes ciblées. Alors, aussi, l'importance aussi, et c'est ce qu'on est en train de faire, d'essayer de décrire un profil type de patient qui serait incluable dans nos... Évidemment, on ne va pas inclure tous les patients. Et nous, ce qu'on voudrait dans MAREP, en tout cas, pour nos pathologies, c'est de définir un profil type de patient qui serait inclus dans l'étude. Donc, qu'on va démarrer là dans les prochaines semaines avec des inclusions en vrai, on va dire. Donc, dans cette chaire, il y aurait des activités scientifiques parmi lesquelles alors, des conférences, colloques, journées d'études, mais aussi un laboratoire épistémologique et un observatoire des pratiques, c'est-à-dire de toutes les pratiques dans toutes les disciplines, mais aussi donc des pratiques médicales, des pratiques artistiques, donc un observatoire assez large, et qui irait jusqu'à inclure les pratiques de soins traditionnels, pour faire circuler les idées et créer d'autres espaces de circulation, donc des idées linguistiques, mais pas seulement. Je ne développe pas les activités cliniques puisqu'on en a déjà amplement parlé. Parmi les activités pédagogiques que nous envisageons, nous envisageons de créer un DIU à court terme, un master pour former des linguistes cliniciens, mais nous prévoyons aussi des formations courtes de sensibilisation à toutes ces questions, donc des formations qui pourraient être proposées par exemple à des personnels soignants. Les activités artistiques sont extrêmement importantes puisqu'elles relèvent à la fois d'une dimension de recherche-création. Ce n'est pas l'art qui est mis au service d'eux, c'est vraiment l'art en soi qui fait l'objet d'une exploration en direction peut-être de nouvelles formes artistiques qui se fondent elles aussi sur ce travail, sur la vie intérieure et le langage intérieur. Mais l'idée étant aussi de passer par l'art pour à l'intérieur de nos protocoles, donc notamment pour favoriser la prise de conscience du lien entre le corps et le langage intérieur. Et enfin, l'art nous semble un espace extrêmement important pour créer d'autres moments d'échange avec le public. Voilà, des moments que nous ne pourrions pas susciter avec une conférence scientifique, par exemple. Parmi les valorisations, les activités de valorisation que nous prévoyons, donc on a déjà créé une compagnie artistique que nous co-dirigeons du reste, qui s'appelle les Endonotes. Et donc la fiction radiophonique de demain, c'est la première création de cette compagnie artistique. Et nous envisageons à terme, pour l'outil technologique qui a obtenu le prix d'Hydro-Innovation, de mettre en place une entreprise universitaire, puisqu'il y aura différentes déclinaisons. Et nous vous avons déjà parlé de tout l'engagement humanitaire. Donc, si on résume, cette chaire de linguistique clinique articule plusieurs actions autour d'un projet qui est à la fois éthique, clinique, scientifique, pédagogique, artistique, patrimonial, parce que je n'ai pas parlé du corpus linguistique, mais on a déjà 500 heures d'enregistrement qui représentent un corpus assez exceptionnel d'un point de vue linguistique, et donc un projet qui est aussi sociétal. La dimension humanitaire, nous souhaitons la conserver, et elle se retrouve en fait à tous les niveaux de ce projet de chaire de linguistique clinique. Et on peut dire, pour conclure, que à travers ce projet, nous souhaitons contribuer à la mise en place de possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, à la réduction des inégalités. Ça, c'est tout le travail, entre autres, autour des violences contre les femmes, contre les enfants et des violences en général. Autour de la migration, à la construction de sociétés justes, inclusives et pacifiques. Belle conclusion. Merci, bravo. Des questions? Bon, merci pour ce... Oui. Parce que je pense que pour beaucoup de personnes, ça paraît un petit peu étrange. Moi, je trouve que c'est magnifique, parce que je pense que c'est très, très important, qu'il peut y avoir des vertus vraiment thérapeutiques. D'ailleurs, on a beaucoup d'enfants qui s'en sortent, moi, les parents me le disent, en faisant du théâtre, justement, etc. Mais je voudrais juste vous signaler une chose très intéressante. Il y a une commission bien-être facultaire à l'université de Paris-Cité, et ils veulent mettre en place pour les étudiants en médecine, ce qui m'inquiète quand même beaucoup, personnellement, outre le soutien psychologique dont ils ont besoin parce qu'ils sont tous déprimés, etc.,
non, près de 50% de dépression, de mal-être, ils dorment mal, etc. Donc, ils veulent mettre en place, c'était des suggestions, de l'hypnothérapie et de la thérapie neurolinguistique. Donc, je ne sais pas si c'est encore différent de ce que vous faites. Je ne sais pas ce que ça veut dire, thérapie neurolinguistique. Mais j'ai trouvé que peut-être ça s'approchait quand même de ce que vous faites. Je pense que vous le seriez très bénéfique à nos étudiants en médecine qui vont très mal. En tout cas, bravo. Bravo, donc on clôt cette session et on s'arrête là et on peut vous écouter de nouveau demain 18h, si j'ai bien compris. Oui, demain 18h pour la parole intérieure réalisée par 3 masters. Une fiction qui s'intitule Paroles invisibles. Donc vous aurez l'épisode 1 et 2. C'est en 5 épisodes.